Dans le fond, séparatiste n'est pas le mot jurassien. C'est pas... Parce que je ne peux pas concevoir un jurassien qui n'est pas séparatiste. Un séparatiste qui n'est pas jurassien. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes séparatiste ou anti? C'est bien sûr que je suis séparatiste. C'est bien sûr. Pourquoi je ne le dirais pas? Ici, franchement, on travaille pour ça. Moi, je suis séparatiste. Et puis je tiens à ce qu'on le sache. Monsieur, vous êtes séparatiste ou anti-séparatiste? Ah, ça je le dis pas. Je suis séparatiste. Et Du pourquoi? fond du cœur. Parce qu'on a exploité par les Bernois, le Jura. Écoutez, je préférerais ne pas m'exprimer. J'aimerais mieux ne pas m'exprimer. Vous n'avez pas peur pourtant? Non, c'est pas ça, mais j'ai des raisons de ne pas m'exprimer. Êtes-vous séparatiste ou anti-séparatiste? Voilà une question délicate posée aux habitants du village des Genevais dans les Franches-Montagnes au début de l'hiver 1962. Les tensions entre séparatistes jurassiens et anti-séparatistes pro-bernois sont montées d'un cran au cours des mois précédents suite à plusieurs décisions du gouvernement bernois perçues comme des provocations par une partie de la population francophone du canton. Pourtant, en décembre 1962, les habitants des Genevais ignorent encore que le calme de leur village va bientôt être troublé par une série d'actes terroristes sans précédent. Quand on évoque le terrorisme séparatiste, on pense à l'IRA en Irlande du Nord ou à l'ETA dans le Pays basque espagnol. En revanche, ce concept paraît totalement éloigné de la réalité politique suisse, pays réputé pour son pacifisme et son art du compromis. Pourtant, le terrorisme politique a bien existé dans la Suisse du XXe siècle. Au début des années 1960, dans les montagnes jurassiennes, alors rattachées au canton de Berne, une organisation terroriste va semer le trouble dans la population. Entre incendies criminels, plasticage et lettres de menaces, elle fait peser un climat de crainte et de suspicion dans les paisibles pâturages francs-montagnards. La présence policière massive crispe la population et les tensions croissantes font craindre le pire. La traque des terroristes du FLJ durera près d'une année, mais la police finira par les débusquer. S'ensuivit un procès retentissant qui fit date dans les annales de la Cour pénale fédérale. Dans ce nouvel épisode de 1001 archives, je vous propose d'explorer une page sombre de l'histoire de l'autonomie jurassienne sur les traces d'une organisation secrète, le FLJ. 1001 archives, un podcast proposé par les archives de la RTS. FLJ. Ce sigle mystérieux apparaît pour la première fois le 3 septembre 1962 sur des panneaux placés en bordure de la route cantonale entre Delémont et Bâle. Tracées à l'aide d'un vernis émaillé de couleur rouge, ces lettres viennent recouvrir l'écusson bernois marquant la frontière entre le canton de Bâle-Campagne et le canton de Berne. Plus loin, sur d'autres panneaux de signalisation, la mention « Berne » a été remplacée par la mention « Jura ». La nuit suivante, c'est le long de la route cantonale Moutier-de-Lémont que le sigle FLJ vient recouvrir des panneaux de chantier placés en divers endroits. Cette même nuit, le monument historique de la Sentinelle des Rangiers est lui aussi souillé à la peinture rouge. Sur son socle, un écusson jurassien de 80 cm de haut a été dessiné à la hâte et là encore, la signature du FLJ a été apposée, de même que sur la capote de la Sentinelle. Ces actes de vandalisme, qualifiés à l'époque de barbouillage, ne sont pas pris très au sérieux par les autorités bernoises. On les attribue à des milieux extrémistes affiliés au mouvement séparatiste jurassien. Quant au sigle FLJ, il fait évidemment penser, en cette année 1962, qui voit se terminer la guerre d'Algérie avec la signature des accords d'Évian, à celui du Front de Libération Nationale, le FLN. Il pourrait donc signifier Front de Libération du Jura. Dans la nuit du 21 octobre, le FLJ se manifeste à nouveau, mais d'une manière plus musclée cette fois, en mettant le feu à une baraque militaire au lieu dit les Auges. Sur le mur de soubassement, seul vestige du bâtiment détruit par les flammes, les mots FLJ, Vive Berbera sont tracés en lettres rouges. Cette inscription fait allusion à l'affaire Berbera, du nom du premier lieutenant Romain Berbera, limogé pour des propos tenus lors de la fête du peuple jurassien en septembre 1962.
Il semble donc que le FLJ agisse en représailles à des décisions prises par le gouvernement bernois. Il faut dire qu'en cette année 1962, plusieurs événements ravivent les griefs des Jurassiens face aux autorités du canton de Berne. Après l'affaire Berbera, la décision du gouvernement bernois de vendre des terrains agricoles qu'il possède dans les Franches-Montagnes à la Confédération dans l'optique d'y installer un centre militaire du cheval soulève une vague d'indignation dans la population jurassienne. L'idée de voir des installations militaires dénaturer ce paysage préservé et apprécié des touristes est tout simplement inacceptable. L'émission Continent sans visa consacre en décembre 1962 une de ses éditions aux problèmes jurassiens et revient sur les origines du conflit. Deux affaires récentes, le limogeage du premier lieutenant Berbera et le projet de création d'un centre militaire du cheval dans les Franches-Montagnes, ont replacé la question jurassienne au premier plan de l'actualité suisse. Ce problème, quel est-il? Eh bien, nous nous sommes rendus sur place pour essayer d'en dégager les données essentielles. Jura bernois, approximativement la superficie du canton de Fribourg. 130 000 habitants, capitale de Lémont, 7 districts, dont 6 d'expression française. Un pays où la pénétration par le sud, c'est-à-dire par le canton de Berne, n'est pas des plus aisées. Ce qui ne veut pas dire que l'industrie n'a pas réussi à s'implanter dans ces vallées et que les agglomérations n'y sont point prospères. Quant à la plaine du Nord, elle apporte, en plus de son industrie, très diversifiée, sa contribution agricole à l'économie du pays. Durant plusieurs siècles, l'actuel Jura bernois constituait un État indépendant relevant de l'autorité des princes-évêques de Bâle. Il faut remarquer toutefois que des rapports de combourgeoisie existaient de longue date entre la partie sud de cet État indépendant et Berne. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ses habitants ont accueilli de gaieté de cœur leur attachement au canton de Berne en 1815, rattachement décidé au Congrès de Vienne pour dédommager les Bernois de la perte du canton de Vaud et de l'Argovie. Ce mariage de raison, et même de raison d'État, n'a jamais été sans heurts. Une importante partie des Jurassiens d'expression française n'a jamais cessé de regretter son autonomie et met tout en œuvre pour la retrouver dans le cadre de la Confédération. Ce sentiment est concrétisé sur le plan actif et agissant par une organisation groupant de nombreux adhérents, le Rassemblement jurassien. De l'autre côté, exprimant une opinion contraire, l'UPJ, c'est-à-dire l'Union des patriotes jurassiens, s'oppose à toute idée séparatiste. Alors que le Rassemblement jurassien et l'Union des patriotes jurassiens défendent leur position pacifiquement et dans le respect du cadre légal, le FLJ semble décider quant à lui à adopter des méthodes plus musclées. Après de nouveaux barbouillages sur des panneaux et des murs en bordure de route, le FLJ fait connaître ses buts et ses intentions dans une déclaration envoyée à plusieurs journaux en février 1963. 1. Le FLJ, Front de Libération Jurassien, est un mouvement de résistance clandestin dont le but final est de redonner au Jura, par n'importe quel moyen, sa dignité et sa liberté. 2. Il revendique le barbouillage des écussons bernois, de la sentinelle des rangiers et l'incendie de la baraque militaire de Goumois. 3. Il est interdit à ses membres de faire partie du Rassemblement jurassien, mais il le soutient dans son combat pour le Jura. 4. Il frappera dorénavant sans merci les traîtres, les parasites et les ennemis de notre Jura. 5. Il lance un appel aux forces vives jurassiennes et suisses pour qu'elles le soutiennent dans son combat contre l'oppresseur. 6. Il rejette d'ores et déjà la responsabilité de ses actes sur le gouvernement fantoche bernois, dont la politique dictatoriale est incompatible avec les aspirations de notre peuple. 7. Il regrette que les confédérés aient considéré l'affaire de la sentinelle des rangiers comme un barbouillage, alors qu'il s'agissait de leur rappeler que l'écusson jurassien est suisse et que nous l'avons peint afin de leur lancer un appel. Pour la liberté et la dignité, Front de Libération Jurassien. Au début de l'année 1963, la mobilisation contre le projet de centre militaire du cheval dans les Franches-Montagnes s'organise.
Le CAFM, Comité d'action contre l'établissement d'une place d'armes aux Franches-Montagnes et dans la Courtine, est créé en mars 1963. Il regroupe les députés francs-montagnards et les maires des 3 communes concernées, les Genevets, Lajoux et Montfaucon. Les habitants de ces communes s'engagent, sous l'égide du CAFM, dans diverses actions d'information, de sensibilisation et de protestation contre le projet de place d'armes, à l'image de ce pique-nique relaté dans l'émission Carrefour du 27 mai 1963. Un pique-nique de protestation a été organisé à Montfaucon contre le projet de la place d'armes dans les Franches-Montagnes. Ce pique-nique eut un grand succès, tout y était à profusion, solide et liquide. 2000 personnes étaient présentes à cette dînette champêtre qui fut le prélude d'une manifestation qui eut lieu l'après-midi. Le FLJ décide à son tour de s'engager dans la lutte contre la place d'armes. Mais ses méthodes diffèrent radicalement des repas champêtres sur les bucoliques pâturages francs-montagnards. Après s'être attaqué à un nouveau baraquement militaire en mars, le FLJ boute le feu à la ferme des Joues-Derrière, située sur les terrains vendus à la Confédération. La famille Gerber, exploitante de ce domaine, a pu se mettre à l'abri et sauver son cheptel, mais le rural est entièrement détruit par les flammes. Des tracts revendiquant l'incendie sont retrouvés le lendemain dans les environs. Francs-montagnards, francs-montagnardes. Le gouvernement bernois, avec la complicité du DMF, vous a vendu comme du bétail. Il a vendu votre terre pour y installer un trompeur centre du cheval. Mais vous savez que dans un proche avenir, ce seront des rampes de lancement de fusées atomiques qui seront installées sur votre sol. Vous n'avez aucune possibilité de vous défendre légalement. Mais vous n'êtes plus seul. De la volonté du peuple jurassien, blessé, bafoué mais digne, est né le Front de libération jurassien, FLJ, décidé à employer tous les moyens pour défendre notre liberté. Aujourd'hui, nous venons de vous en donner une nouvelle preuve par la destruction de la ferme étatisée des Joues-Derrière par la zone 4. Paysans, paysannes, nous comptons sur votre appui. Pour la liberté et la dignité, Front de libération jurassien. Face à cette recrudescence d'actes terroristes et à l'intensification des menaces, le gouvernement bernois décide de prendre des mesures. Il désigne Albert Stelet comme juge d'instruction extraordinaire avec pour mission de maintenir l'ordre et la sécurité publique et d'identifier les coupables. Un important dispositif policier est alors déployé dans les Franches-Montagnes. Pendant des mois, une 50aine d'agents et des chiens policiers sont détachés sur place. Dans les semaines qui suivent l'attentat de la ferme de Joues-Derrière, le FLJ multiplie les lettres de menaces adressées à différentes personnalités. Dans une missive adressée au conseiller fédéral Paul Chaudet, le FLJ affirme qu'il n'hésitera pas à transformer le canton de Berne en véritable poudrière. Dans une autre lettre adressée au président du synode jurassien de l'Église réformée, Pierre Balmer, il précise qu'il y aura encore énormément de dégâts et peut-être des victimes innocentes, mais la liberté du Jura est à ce prix. Un climat d'insécurité pesant s'installe dans les Franches-Montagnes et plus particulièrement chez les habitants des terres vendues à la Confédération. Le couple Hirschi, exploitant de la ferme Les Combles, située sur le territoire de Lajoux, se voit proposer diverses mesures de protection par la police bernoise. Numéro d'urgence disponible 24 heures sur 24, autorisation d'utiliser l'arme de service pour tirer en l'air en cas d'intrusion, construction d'une barrière métallique de 2,50 m autour de la propriété, chien-loup pour garder la maison. En juillet 1963, un nouvel attentat du FLJ contre une ferme franc-montagnarde fait encore monter la tension d'un cran. 2 gardes armés sont postés chez les Hirschi de 21h à 6h du matin. Malgré cela, la famille vit dans la crainte permanente d'être surprise par le feu et Madame Hirschi conçoit un dispositif de fortune à l'aide de draps pour pouvoir, si nécessaire, évacuer ses 2 fillettes âgées de 1 et 3 ans par la fenêtre. D'autres font le choix de partir. C'est le cas des Braillés, exploitant le domaine du bois rebeté dessus, voisin de l'endroit où la police bernoise a établi son quartier général.
Pour eux, l'atmosphère est devenue véritablement invivable. À la fin de l'année 1963, le couple décide de quitter définitivement le domaine avec ses 7 enfants et part s'établir dans le canton de Fribourg. La surveillance policière s'intensifie aussi dans les villages avoisinants. La police bernoise est prête à tout pour débusquer les terroristes. Elle déploie les grands moyens. Écoute téléphonique, observation plus ou moins discrète de sympathisants de la cause séparatiste, mais aussi arrestation, perquisition de nuit et interrogatoire musclé. Les méthodes employées braquent une large frange de la population franc-montagnarde. La presse séparatiste jurassienne les dénonce avec force en les qualifiant de « mesures d'inquisition ». L'affaire prend une ampleur nationale. On craint que les tensions ne débouchent sur un conflit ouvert entre les patriotes jurassiens et les autorités bernoises. En août 1963, le conseiller fédéral d'origine bernoise Fritz Wallen lance un appel au dialogue lors du marché-concours de Seigne-Légier. Il est ainsi le premier conseiller fédéral à intervenir dans la question jurassienne. Mais le gouvernement bernois et le département militaire fédéral font la sourde oreille, bien décidés à aller de l'avant avec le projet de centre militaire du Cheval. Alors, après une nouvelle vague d'appels, de lettres et de déclarations, le FLJ passe à nouveau à l'action en octobre 1963. Cette fois, changement de méthode. C'est du plastique qui est utilisé contre des propriétés appartenant à des personnalités notoires du mouvement antiséparatiste. Les attentats à l'explosif relevant de la compétence de la police fédérale, l'enquête obtient ainsi des forces supplémentaires. En tout, 4 attentats à l'explosif sont commis par le FLJ d'octobre 1963 à mars 1964. Attentat au Mont-Soleil contre la propriété du conseiller aux États Charles Jeanneret. Explosion à la scierie de Marc Oumar, président de l'Union des Patriotes Jurassiens. Plasticage d'une ligne ferroviaire à Studen. Et enfin, le 12 mars 1964, explosion à la succursale de la Banque cantonale de Berne à Delémont. Au début de l'année 1964, 4 jeunes séparatistes habitant Courfèvre sont arrêtés et maintenus au secret durant plusieurs semaines sans avocat, ce qui soulève une nouvelle vague d'indignation dans la population jurassienne. Mais la police suit d'autres pistes, et notamment celle des appels téléphoniques parvenus à plusieurs journaux et revendiquant les actes du FLJ. Ayant mis la main sur l'enregistrement d'un de ces appels au journal neuchâtelois L'Express en août 1963, les policiers fédéraux se lancent dans de patientes recherches afin d'identifier l'auteur du coup de fil. En décembre de la même année, ils apprennent qu'un instituteur de Courtétel, correspondant de l'Express pour le Jura Nord, a également reçu de tels appels. La voix est celle d'un homme qui semble plutôt jeune, s'exprime avec aisance et sans accent particulier. Il pourrait s'agir d'un Français, selon l'instituteur. Les appels téléphoniques se poursuivent durant l'hiver et, en mars 1964, c'est la police cantonale de Moutier qui reçoit à son tour un coup de fil anonyme d'un membre du FLJ. Les taux se resserrent. Le 22 mars, la police fédérale parvient à identifier l'auteur de ces appels. Le journaliste de la Gazette de Lausanne, Jean-Marie Vaudot, ignore encore les progrès de l'enquête lorsqu'il livre ses suppositions quant à l'identité des coupables dans l'émission Point du 23 mars 1963. Une question se pose. Quelles sont les personnes qui se cachent derrière ce Front de libération jurassien? Eh bien écoutez, je vais vous répondre par la réponse du FLJ lui-même. C'est une lettre qu'il vient d'envoyer à un journaliste bernois et dans laquelle il écrit « Le FLJ est venu en fantôme, il restera un fantôme et repartira en fantôme dès que ses buts seront atteints. Il n'y aura pas de héros. » Cela veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, bien sûr, le FLJ ne tient pas du tout à ce qu'on sache qui se cache derrière ces 3 lettres et que, effectivement, et sauf erreur de ma part, personne ne le sait. Je pense que la police, dont l'enquête, bien sûr, n'est pas connue, puisque l'enquête n'est pas publique, ne le sait pas non plus, apparemment. Alors le FLJ, ça peut être beaucoup de gens,
ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être des personnes de tendances très différentes, nous ne le savons pas. Quelle est l'importance de ce front? Eh bien, l'importance est difficile à évaluer. On peut penser que, numériquement, en tout cas, elle est très faible. On ne voit pas en effet comment une organisation nombreuse pourrait conserver une clandestinité aussi totale que celle qu'elle a réussi à observer jusqu'ici. C'est là le grand mystère, précisément. Est-ce qu'une personne pourrait être le FLJ? Peut-être, mais alors des questions se posent. Le FLJ, comme vous le savez, se manifeste assez violemment depuis 1962 par des incendies, par des explosions. Il se manifeste aussi par un grand nombre de lettres anonymes, toujours signées Front de Libération Jurassien, pour la liberté et la dignité. Et alors ces lettres sont envoyées d'un peu partout dans le Jura, et même de Neuchâtel, enfin de toutes sortes d'offices postaux. Ça signifie qu'il y a une certaine organisation. Alors, on pourrait en conclure qu'il y a une certaine organisation, parce qu'enfin, un homme seul pourrait-il se déplacer à travers tout le Jura? Pourrait-il aller poster ses lettres et puis aussi mettre ses pains de plastique sur la fenêtre des banques sans être assez rapidement repéré? Mais d'autre part, s'il y a une organisation, s'il y a des téléphones, s'il y a des contacts, est-ce que la police n'en aurait pas bientôt vent aussi? Et alors on finit par se demander si peut-être cette organisation, c'est quelqu'un qui vient dans le Jura de l'extérieur, peut-être un Jurassien de l'extérieur qui serait moins facilement repéré de cette manière-là, je ne sais pas. La presse et l'opinion publique se perdent en conjectures. Sous des apparences politiques, certains de ces actes criminels seraient en fait commis pour des motifs personnels. Se pourrait-il que les antiséparatistes se cachent derrière les attentats du FLJ, qu'ils agissent ainsi pour discréditer l'adversaire? Jean-Marie Vaudot ne croit pas à cette théorie. Bien sûr, rien n'est exclu. Ça me paraît peu probable pour la raison suivante, c'est que les attentats commis par le FLJ sont des attentats très sérieux, finalement. Quand on pose un pain de plastique sur une voie de chemin de fer, comme on l'a fait sur la ligne Berne-Bienne, on risque de nombreuses années de réclusion. Et est-ce qu'on peut admettre qu'un simple provocateur, pour le plaisir de mettre ses ennemis politiques dans l'embarras, risquerait des peines aussi lourdes? Telle est la question. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt partir de l'idée que c'est quelqu'un qui est animé par, disons, un idéal ou un fanatisme qui lui permettrait alors de braver l'ordre établi? Mais alors, que veut le FLJ? Eh bien, le FLJ peut poursuivre un certain nombre de buts différents. Le plus évident me paraît être de créer une atmosphère telle que la situation de force surgisse, que, d'une part, les Jurassiens de plus en plus irrités, et d'autre part, les forces de répression de plus en plus nombreuses s'affrontent. Et cet affrontement serait évidemment une preuve par neuf de la réalité des aspirations séparatistes et de leur justesse, n'est-ce pas? Mais l'affrontement n'aura pas lieu. Le 25 mars, les policiers bernois procèdent à l'arrestation de 2 suspects. Le premier, Jean-Marie Yosé, est l'auteur des appels téléphoniques. Il vit à Delémont et travaille pour une entreprise d'horlogerie. Le second suspect, Marcel Boya, marchand de vin à Courtétel, a été identifié par la police comme un proche de Yosé. Réputé irascible, Marcel Boya décoche un coup de poing en pleine mâchoire à l'agent de police venu l'arrêter, ajoutant ainsi une ligne supplémentaire à la liste des infractions qui lui sont reprochées. Très vite, les 2 hommes passent aux aveux. Le 31 mars, un 3e homme, vaudois celui-ci, est arrêté. Il s'agit de Pierre Deria, un limonadier établi dans le Jura et ami de Marcel Boya. Le 1er avril, lors d'une seconde perquisition de la maison de Boya à Courtétel, les policiers y trouvent dans diverses cachettes de la peinture rouge, des gants, des mèches, des détonateurs et surtout la machine à écrire de marque AEG qui a servi à taper les nombreuses lettres et tracts du FLJ. Cette fois, la police est persuadée de tenir les véritables coupables et l'annonce dans une conférence de presse début avril. À cette occasion, le capitaine Speury, commandant de la police cantonale de Bienne, annonce la fin du dispositif policier exceptionnel mis en place dans les Franches-Montagnes, au micro d'André Rougemont. Aujourd'hui, vous avez ouvert ces installations à la presse. Est-ce que vous allez donc quitter ce quartier général? Oui, après l'arrestation de ces 3 types qui ont avoué
d'être les FLJ, nous avons jugé opportun de retirer la police aussi vite que possible. Et ça sera probablement les premiers jours de la semaine prochaine. Je crois qu'il y a une raison pour que vous ouvriez, n'est-ce pas, ce quartier général à la presse. C'est pour montrer que ça n'était pas si terrible qu'on l'avait raconté. Oui, c'est bien ça, parce qu'on avait toujours reproché qu'on était seulement là pour provoquer, pour chicaner la population d'ici, mais ce n'était vraiment pas le cas. C'était seulement pour protéger les fermes et surtout les écoles allemandes. Dans les Franches-Montagnes, l'annonce de l'arrestation des 3 hommes du FLJ, assortie du départ immédiat des policiers bernois, est un véritable soulagement. Madame, comment avez-vous réagi quand vous avez appris ces arrestations? Eh bien, je crois résumer l'opinion de la population en général, c'est que tout le monde a été soulagé d'apprendre l'arrestation du FLJ parce que tout le monde était très mal à l'aise et puis était quand même assez inquiet. On se demandait d'où le FLJ provenait. Mais il y avait quand même des sympathies dans certains milieux. Oh, je pense que non, en général. En tout cas, toutes les opinions que j'ai entendues de tous les milieux, tout le monde critiquait le FLJ et puis condamnait ces manœuvres. C'est pas du tout une solution pour le Jura. Ben, je suis écœuré qu'il y ait 2 non-jurassiens parmi ces arrestations. Vous pensiez que c'était des étrangers, enfin des gens extérieurs au Jura? Je pensais plutôt que c'était des étrangers. Est-ce que vous êtes soulagé en apprenant que le FLJ est démantelé? Nous sommes très contents, particulièrement aux Franches-Montagnes, puisque de nombreux, même des anciens députés, prétendaient qu'il y aurait des francs-montagnards parmi ces arrestations. On était tout à fait mal à l'aise, chez nous. Mais ça du fait que dans le restant de la Suisse, on nous prenait tous pour peut-être des FLJistes. Comme faisant partie de la bande. Alors que la presse s'interroge sur le profil et les motivations des membres du FLJ auxquels on ne connaît aucune affiliation politique, l'opposition pacifique au projet de place d'armes dans les Franches-Montagnes ne faiblit pas. Elle atteint même son apogée à l'été 1964, lors d'une commémoration des mobilisations de 1914 et 1939. Le 30 août 1964, un rassemblement est organisé au col des Rangiers, près de la sculpture de la sentinelle barbouillée par le FLJ 2 ans auparavant. Ce projet de commémoration, initié par des membres d'amicales militaires jurassiennes, a finalement été repris en main par l'armée et le comité d'organisation est présidé par un anti-séparatiste. Il est ainsi prévu que 2 intervenants de marque honorent la manifestation de leur présence. Le conseiller d'État bernois Virgile Moine et le conseiller fédéral Paul Chaudet. Le Rassemblement jurassien est excédé par la présence des 2 politiciens qui ont initié le projet contesté de place d'armes dans les Franches-Montagnes. Dans son journal Jura libre, il invite ses sympathisants à réagir à cet affront. L'appel est entendu au-delà des attentes et le matin du 30 août, des milliers de militants montent au Rangier pour une contre-manifestation de grande ampleur. Les reporters de la radio romande Pierre Lang et Bernard Nicot sont sur place. À 10h15, ils prennent l'antenne pour témoigner des événements. Eh bien, maintenant, les manifestants ont envahi le terrain et effectivement, le service d'ordre, qui était d'ailleurs peu important, on doit le préciser, a été débordé. Oui, le service a été complètement débordé et alors là, je dois dire qu'on s'étonne un tout petit peu car, n'est-ce pas, la chose suivante était prévue. Il y avait la place de la Cacrelle avec une tribune détente pour le cas où il pleuvrait quand la manifestation se déroule. Elle devait donc se dérouler sous ces tentes. Or, heureusement, il ne fait pas beau mais il ne pleut pas. On a décidé de la faire dehors. Alors, la cérémonie terminée, enfin la cérémonie de la sentinelle des Rangiers terminée, tout le flot des participants se sont dirigés vers la Cacrelle pour assister à la manifestation. Et il devait être prévu que n'entrent dans cet enclos uniquement ceux qui étaient porteurs de leur livret de service, c'est-à-dire ceux qui pouvaient participer, qui étaient venus pour la commémoration elle-même. Et en réalité, comme le service d'ordre n'était pas assez suffisant, et loin de là, on a même prévu des chevaux qui devaient parcourir le long de l'enclos pour essayer de chasser ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer, mais ils étaient 5 ou 6, ce qui est ridicule quand on pense que, je ne sais pas, quel est à votre avis le périmètre là? Combien dit un confrère? 6 000. 6 000 personnes. Non, mais je dis... Or, la clôture n'était constituée que par une simple corde tendue sur des piquets et ce qu'ont fait les manifestants, effectivement, ils ont enjambé tout simplement cette corde et se sont retrouvés au centre de l'esplanade qui avait été prévue pour la manifestation. Et à ce moment est arrivé M. Chaudet,
Monsieur Moine, entouré de tout le... entouré des organisateurs. Il y a encore Madame Chaudet et Madame Moine qui sont là également. Il y a le fils Chaudet qui est en uniforme puisqu'il fait en ce moment un cours de répétition sauf erreur. Et les manifestations alors sont venues... Ont entouré le groupe et surtout des jeunes gens. On peut situer l'âge moyen, une vingtaine d'années environ. Ils ont entouré Monsieur Chaudet qui a supporté l'orage, peut-on dire, car les cris étaient très... Car ici, il ne s'agit pas pour nous de prendre position pour un côté ou pour un autre. On ne peut évidemment que regretter ce qui s'est passé, ça, et le regretter même très fortement. Mais il faut avouer une chose, c'est que là, M. Chaudet a fait preuve d'un courage extraordinaire, courage dont il a d'ailleurs toujours fait preuve tout au long de sa carrière, et on sait encore les aléas dont il est l'objet en ce moment à propos de l'affaire du Mirage. Mais venir ici dans ces conditions, eh bien, je crois qu'il faut tirer son chapeau bien bas. M. Chaudet était peut-être un peu pâle, mais effectivement, il a supporté cette vague de manifestants, de mécontentement, et qui, avec des cloches, avec des sifflets et criant démission, cherchaient à empêcher que cette manifestation ne se poursuive. Parmi les manifestants, les observateurs relèvent la présence de nombreux jeunes gens, probablement membres du groupe Bélier, mouvement séparatiste affilié au Rassemblement jurassien. Pierre Lang craint des débordements violents, alors que Bernard Nicot pense que la manifestation restera pacifique. Une heure plus tard, toujours la Cacrelle, 11h15, Pierre Lang et moi-même sommes juchés sur le toit de la voiture et on ne peut pas dire exactement qui a raison, de lui ou de moi, mais toujours est-il que les esprits ne semblent pas s'être calmés. En attendant, M. Chaudet a disparu. Il a, je crois, gagné le restaurant de la Cacrelle. Et alors sont apparues des affiches portant évidemment des inscriptions telles que « Bure suffit, paix aux francs-montagnards »,« Si le Fritz pouvait marcher, il s'en irait »,« Démission »,« Torturez-nous comme à Lac Noir », j'en passe, j'arrive pas à voir, M. Guisan n'aurait pas fait ça, le général Guisan aimait le Jura, et d'autres pancartes encore, il y en a véritablement des centaines. Et alors, la température est à nouveau montée lorsque M. Moine a voulu monter sur la tribune. M. Moine qui, comme vous le savez, est jurassien, mais qui, depuis bien quelques années, n'a plus du tout l'audience des jurassiens séparatistes. M. Moine est alors en ce moment derrière la tribune, il est en ce moment derrière la tribune, et on se demande encore si on parlera ou si on ne parlera pas. Pierre Lang, que pensez-vous? Est-ce qu'on va parler? Non, je pense que de toute façon, on ne pourra pas parler, car même si M. Moine manifeste l'intention, le bruit sera tel qu'on n'entendra absolument rien et qu'on sera obligé d'abandonner. Oui, je le pense aussi. Quelques coups de sifflet, la police tente de canaliser un peu cette foule et cette forêt de drapeaux. Il est 11h30, je reprends l'antenne pour une raison très simple. Après une période de flottement, M. Moine se trouvait au pied de l'estrade. Tout le monde se posait la question, parlerait-il, ne parlerait-il pas? Et à chaque fois qu'il faisait mine de monter sur cette estrade, la foule reprenait de plus belle, criant démission, réclamant le départ immédiat de M. Moine. Or, il semble bien qu'elle ait eu gain de cause. Maintenant, à 11h35, je crois que l'on peut dire que la manifestation n'aura pas lieu. M. Moine est reparti, entouré de ses collaborateurs, et regagne l'auberge de la Cacrelle, où doit se trouver également M. Chaudet. Un conseiller fédéral conspué, empêché de tenir son discours et rudoyé par la foule, voilà qui est bien éloigné des mœurs politiques suisses. Les événements des Rangiers ont donc un retentissement considérable. Le président de la Confédération, Ludwig von Moos, se dit consterné et qualifie les actes des manifestants d'exceptionnellement graves. La presse suisse et les milieux pro-bernois sont scandalisés. Bien que l'incident des Rangiers n'attire que peu de sympathie pour la cause jurassienne dans le reste du pays, il fait prendre conscience au département militaire fédéral de la forte opposition à l'établissement d'une place d'armes dans les Franches-Montagnes. Fort de ce constat, le DMF se met à la recherche d'autres terrains et abandonne définitivement le projet franc-montagnard en 1966. En mars de cette même année, le FLJ est à nouveau au centre de l'intérêt médiatique. Après 2 ans de détention provisoire dans les geôles bernoises, vaudoises et fribourgeoises, Jean-Marie José, Marcel Boyat et Pierre Deria vont être jugés par le tribunal fédéral de Lausanne.
Le procès de terroristes suisses est un événement exceptionnel qui attire de nombreux journalistes de Suisse et de l'étranger. C'est Bernard Nicot qui couvre les 4 jours de débat de la Cour pénale fédérale pour la radio romande. Il souligne le caractère particulier de ce procès entre mobile politique et infraction de droit commun. C'est demain à 9h à Lausanne, au tribunal fédéral, que s'ouvre le procès retentissant du FLJ, Front de Libération Jurassien. Si les délinquants doivent répondre de délits de droit commun, il n'en reste pas moins que, et les juges auront beaucoup de peine à le faire oublier, ce sont des motifs politiques et politiques uniquement qui ont fait agir les 3 accusés, à savoir faire progresser, mais par la manière forte, la cause des séparatistes. D'ailleurs, lors d'une conférence de presse tenue à Lausanne il y a quelques jours, le Rassemblement jurassien, par la voix de ses chefs, déclarait sans équivoque que s'il comprenait fort bien les motifs patriotiques et désintéressés qui avaient fait agir les 3 inculpés, à savoir la libération du Jura, il n'en avait jamais approuvé les actes, le Rassemblement jurassien entendant arriver à ses fins par des voies légales et démocratiques. Voilà pour l'aspect politique sous-jacent dont je répète qu'il n'a en fait rien à voir avec les délits eux-mêmes, mais, et je le répète aussi, que l'on ne peut ignorer. Gageons d'ailleurs que le tribunal fédéral évitera dans la mesure du possible cet aspect de la question pour ne s'en tenir qu'aux faits. Les profils et les motivations des accusés sont au cœur de toutes les interrogations. À la veille du procès, on ne sait encore que peu de choses sur les 3 membres du FLJ. Les accusés, qui sont-ils? Eh bien, ils sont au nombre de 3. Marcel Boyat, 36 ans, jurassien, domicilié à Courtétel, qui dirigeait dans ce village un grand commerce de vin et exploitait aussi un hôtel-restaurant à Sornetan. Jean-Marie Joset, 33 ans, jurassien, domicilié à Delémont, qui s'occupait des exportations d'une fabrique d'horlogerie de Bienne après avoir travaillé dans plusieurs pays étrangers. Et enfin Pierre Deria, 32 ans, vaudois, domicilié à Courtétel, limonadier de profession, qui a joué dans l'affaire un rôle beaucoup moins important que les 2 premiers. Boyat et Joset, arrêtés le 25 mars 1964, sont en détention préventive, alors que Deria, appréhendé le 31 mars, est en liberté provisoire. Et ces 3 messieurs, de quoi sont-ils accusés? Les actes criminels du FLJ ont été commis entre l'automne 1962 et le printemps 1964. Il s'agit, je le rappelle, de l'incendie du baraquement militaire des Auges au Pomerat, 21 octobre 1962, de l'incendie d'un autre baraquement militaire à Bourignon, 26 mars 1963, de l'incendie de la ferme de Joux-Derrière au Genevet, 28 avril 1963, de l'incendie de la ferme de Sous-la-Côte, Montfaucon, 18 juillet 1963, de l'attentat à l'explosif contre la villa du conseiller aux États Charles Jeanneret à Montsoleil-sur-Saint-Imier, 4 octobre 1963, de l'attentat à l'explosif contre la scierie de M. Marc Oumar à Malray, 23 février 1964, de l'attentat à l'explosif contre la voie ferrée Bienne-Berne à Studen dans le Zéland, 27 février 1964, et enfin de l'attentat à l'explosif contre la succursale de Delémont de la Banque cantonale de Berne, 12 mars 1964. Les accusés répondront donc des chefs d'accusation suivants: incendie intentionnel, sabotage, emploi d'explosifs dans un dessein délictueux, dommage à la propriété, entrave au service des chemins de fer, dissimulation d'explosifs, vol, menace alarmant la population, provocation publique au crime, délit manqué de violence ou de menace contre des fonctionnaires, atteinte à l'ordre constitutionnel, éventuellement groupement illicite. Boyat est en outre accusé de violence ou de menace contre fonctionnaires. Quant à Deria, il est lui accusé de coopération aux crimes et délits commis par Boyat et Joset. L'audience débute le lundi 14 mars 1966. Quelques partisans jurassiens sont venus tôt le matin manifester leur soutien aux accusés en déployant drapeaux et banderoles sur les marches du tribunal. Faites sauter le mur du silence ou encore c'est Berne qui a provoqué le FLJ, proclament les slogans. D'entrée, le président procède aux interrogatoires des prévenus. C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur les mobiles de Joset et Boyat, mais également sur les méthodes utilisées par le FLJ. Sur les faits, que peut-on retenir des réponses données ce matin? Premièrement, que les 2 inculpés principaux, Boyat et Joset, ont agi ensemble, tous les 2, comme ils l'ont dit souvent en cours d'audience. Qu'ils ont reconnu tous les faits qui leur étaient imputés, aucun n'a été contesté.
que les mobiles sont toujours les mêmes, la libération du Jura du joug de l'oppresseur bernois, et vous avez déjà compris que j'utilise ici leurs propres termes. Quatrièmement, que les actes ont toujours été commis pour intoxiquer. Un exemple, le président: pourquoi votre acte était-il si violent, si menaçant? Pourquoi parliez-vous de zone? Réponse: par besoin d'intoxication. Mais qu'appelez-vous intoxication? Eh bien, nous avons voulu faire croire à une organisation fantastique, gigantesque, alors que nous n'étions que deux. Intoxication pour nous, c'est de l'intimidation. Cinquièmement, que tous les actes étaient pensés et exécutés d'un commun accord et minutieusement préparés. Un autre exemple, pour les incendies, les lieux étaient reconnus, quelquefois même photographiés, puis ils les arrosaient avec de l'essence et ils leur mettaient le feu. Sixième remarque, les accusés ont déclaré formellement n'avoir jamais cherché à attenter à la vie de quelqu'un, ils se sont contentés de menacer, mais n'auraient, ont-ils dit, jamais mis leurs menaces à exécution. José a même déclaré au juge Stollet au cours de l'enquête que s'il y avait eu des morts, il se serait lui-même ôté la vie. Mais c'est là certainement le point le plus difficile à prouver. Le président ne s'est d'ailleurs pas fait faute de leur faire remarquer. Ne pensez-vous pas que vous avez joué un jeu extrêmement dangereux? Nous avions pris nos précautions, répondent-ils. Par exemple, pour les incendies, nous avons mis le feu non pas au milieu de la nuit, mais pendant la soirée, alors que des fenêtres étaient encore allumées, car nous ne voulions pas de mort d'homme. Le président, le tribunal appréciera. De même, dit Boya, pour les attentats au plastique, notamment celui de la voie ferrée, nous avions coupé le courant et posé une petite charge non pas au rail lui-même, mais à une traverse pour éviter que le train déraille et qu'il y ait mort d'homme. Nous voulions uniquement faire tomber le pylône, là aussi, dit le président, qu'avant le tribunal appréciera. Et venons-en au motif. Un fait à retenir qui est vraiment essentiel, chaque acte délictueux a pour origine ce qu'ils appellent une provocation du gouvernement bernois ou du département militaire fédéral. Des exemples. À la pose de panneaux aux armes de Berne en bordure des routes cantonales correspondent les barbouillages de ces mêmes panneaux. S'il y avait eu dans un petit coin du panneau un écusson jurassien, nous n'aurions jamais rien barbouillé, déclare Boya. Mais alors, et à ce propos, et à une question très embarrassante du procureur général, concernant précisément le barbouillage d'un panneau portant les écussons bernois et jurassiens, Boya répond de façon peu convaincante, il est vrai. Autre exemple, au limogeage du premier lieutenant Berbera correspondent les incendies de baraquements militaires, et je pourrais multiplier les exemples. Tout est donc, selon eux, riposte à des provocations. Le FLJ, déclare encore Boya, est un antidote, une organisation fantôme destinée à hanter les consciences et à intimider. Nous avons toujours agi sans armes, sans l'appât du gain quelconque, par pur idéal. Le président, mais quant aux moyens, ne pensez-vous pas vous être trompé, lourdement trompé? Non. Le Rassemblement jurassien, déclare Boya, en 17 ans, a travaillé sans guère de succès. Nous pensons avoir fait, nous, plus que lui pour le Jura en 18 mois. Puis c'est le tour de José qui, en d'autres termes, de façon plus calme mais non moins résolue, dit la même chose. Je suis ici car je suis jurassien. Si j'étais vaudois ou genevois, je ne serais pas là. Il faut avoir, croyez-moi, Monsieur le Président, de sérieux motifs pour se décider à risquer sa vie et sa carrière dans ce but désintéressé. L'après-midi de ce premier jour de procès est consacré à l'examen des antécédents des accusés et au rapport de l'expertise psychiatrique. L'occasion d'en apprendre davantage sur la personnalité et le profil psychologique de Boya et José. Il y a de grandes différences caractérielles entre les deux principaux inculpés. Boya est impulsif, émotif, souffre d'une névrose du caractère provoquant des troubles psychiques remontant à son enfance. Sa responsabilité pénale est limitée, en ce sens qu'il est responsable de l'appréciation de l'acte délictueux, mais non de l'acte lui-même dès le moment où il a débuté. Ce n'est pas un malade mental, mais il souffre de troubles de la santé mentale. C'est certainement le plus actif des deux, celui qui vraisemblablement a dû entraîner José à agir et non le contraire. Quant à José, aucune trace d'atteinte psychique. Il est intelligent, lucide, c'est un renfermé, certes, mais son contact avec Boya a été très néfaste. Il se défend d'être un fanatique ou un héros, mais il est convaincu d'avoir rendu service à sa patrie jurassienne. Sa responsabilité pénale est entière, déclare le psychiatre. Le jour suivant, l'audience se poursuit avec l'audition des témoins. Victimes des attentats du FLJ et policiers d'une part, défenseurs de la cause jurassienne d'autre part. En tout, une quinzaine de témoins défilent à la barre. Bernard Nicot tire un bilan mitigé de cette deuxième journée de procès. L'audition des témoins fut, il faut bien l'avouer, très décevante. Rien de nouveau, aucun éclaircissement intéressant.
Si ces messieurs de la cour attendaient une lumière quelconque de ce défilé de témoins pour éclairer leurs lanternes, ils en auront été pour leurs frais. En fait, il y avait 3 catégories de témoins. Ceux qui sont venus rappeler dans quelles circonstances ils ont subi des dommages, la famille Gerber à l'occasion de l'incendie de la ferme des Joues derrière, le gendarme Schlurter pour le coup de poing reçu de Boya lors de l'arrestation de ce dernier. Puis il y a ceux, plus nombreux, qui sont venus parler de l'atmosphère très particulière qui règne dans le Jura, et enfin, il y a ceux dits témoins de moralité. Mais parlons un peu de cette atmosphère tendue. Pour le détective Montavon, l'ensemble des délits commis a créé un climat de suspicion et de terreur dans tout le pays. Certains jurassiens dormaient même avec leurs mousquetons. Pour le pasteur Balmer, ancien président du synode des églises jurassiennes, le climat était plus à la nervosité, à l'irritation, à Moutier en tout cas, qu'à la crainte. Pour maître Yves Maître et Jean Wilhelm, tous deux avocats et conseillers nationaux, l'état de tension a conduit à une véritable escalade et à un élargissement toujours plus profond du fossé entre jurassiens séparatistes de langue française et antiséparatistes également de langue française. Par exemple, ce qui a fait réagir les francs montagnards, c'est surtout de ne pas avoir pu discuter clairement du problème de la place d'Armes avec les responsables et la crainte de certaines petites communes de l'endroit de perdre leur autonomie. La psychose était donc telle qu'à la longue, tout était ressenti comme une provocation. Le premier lieutenant Berbera, pour sa part, est venu rappeler très calmement, sans amertume aucune, il faut bien le dire, comment il fut, et je cite ses paroles, limogé du commandement de sa compagnie, après avoir, en tant que simple citoyen et en civil, pris la parole lors de la fête du peuple jurassien. Enfin, M. Roger Schafter, vice-président du Rassemblement jurassien, a rappelé également comment et pourquoi la situation dans le Jura est aussi détériorée, par le refus, dit-il, du gouvernement bernois de jouer le jeu démocratique du dialogue avec une minorité existante. Et une dernière impression sur l'audience de ce matin, celle pénible, je dois le dire, de la non-assimilation de certains compatriotes de langue allemande. Je veux parler de la famille Gerber, dont les parents ont refusé de s'exprimer en français, malgré les adjudications du président, et dont le président a dû même obliger le fils à parler français. Il est évident que là est aussi une partie du drame jurassien, comme celui d'ailleurs de la famille Gerber. L'audition des témoins se poursuit jusqu'en milieu d'après-midi. Puis vient le moment du réquisitoire du procureur de la Confédération, maître Roger Corbat. Devant un public attentif, au sein duquel on reconnaît plusieurs conseillers fédéraux, le procureur s'applique à ramener les débats sur le terrain du droit commun. Immédiatement, le représentant du ministère public fédéral situe le débat dans le contexte dans lequel il veut le placer, à savoir celui du droit commun. Maître Corbat rappelle que le problème jurassien est essentiellement et même exclusivement politique. Or, le ministère fédéral n'entrera en aucun cas en matière sur les arguments qui opposent séparatistes et antiséparatistes. Ce qui intéresse l'accusation, ce sont les moyens employés et ceux-là ne sont pas légaux. En conséquence, et puisque c'est le droit interne qui est applicable, il ne s'agit pas de délit politique, mais de délit de droit commun, aucun privilège, aucune mesure de faveur ne devant être appliquée. Le procureur, cependant, est prêt à mettre les accusés dans l'hypothèse qui leur est la plus favorable, c'est-à-dire celle où les accusés ont commis des délits pour des mobiles de nature politique. Bon, cette précaution oratoire prise, comment se poursuit le réquisitoire ? Alors le procureur insiste sur 2 points. Le fait que les accusés se déclarèrent toujours non armés. Or, pour lui, c'est une astuce, bien plus qu'une preuve de non-violence. Astuce ayant pour but d'échapper à la police, dont les contrôles étaient fréquents sur les routes, on le sait, et de ne pas être découvert. Et le 2e point, celui de l'activité clandestine, calquée sur celle d'un maquis ou d'un FLN. Mais, ajoute le procureur, le FLN avait pour lui qu'il lui était impossible d'agir dans la légalité, tandis que le FLJ, lui, n'avait pas cette excuse. Et c'est ensuite une longue et nouvelle analyse très détaillée du caractère des accusés, dans le détail duquel je n'entrerai pas, nous en avons déjà parlé. Alors parlons peut-être des mobiles. Oui, mobiles d'autant plus que les aveux complets ayant été faits par les accusés, et ces aveux étant certainement dignes de foi, ce qui retient ensuite le procureur, c'est précisément le mobile de chacun des accusés. Et selon maître Corbat, qui tente de le démontrer, les mobiles qui ont poussé les accusés ne sont pas honorables, au sens de l'article 64 du Code pénal. Le procureur, reprenant tous les faits et les déclarations des accusés eux-mêmes, affirme que la plupart des actes reprochés ont été commis dans un but négatif et destructif de vengeance ou pour terroriser ceux qui étaient opposés au séparatisme. Pour eux, la question jurassienne est une simple explication, et encore une explication inutile, car restée sans effet, et en aucun cas une justification. Les moyens légaux, pourtant, ne manquaient pas.
La sanction qu'ils méritent donc, déclare maître Corbin, ne peut être que très sévère, ce d'autant plus qu'ils n'ont exprimé aucun remords, mais que bien plus, bien au contraire, ils se sont déclarés prêts à recommencer si l'occasion se présentait. Alors encore un mot, que dire de la répartition des responsabilités? Selon cette clé de répartition, si vous me permettez l'expression, c'est de l'avis du procureur Marcel Boyat, qui fut la tête, l'âme de l'équipe, et non seulement le bras, comme on pourrait le croire en comparant leurs facultés intellectuelles. Boyat est de loin le plus vaniteux aussi. Le mercredi matin, l'avocat général poursuit son réquisitoire. Il estime que, face au caractère exceptionnel des crimes commis, des sanctions sévères s'imposent. Les peines doivent être exemplaires, car il s'agit de dissuader tout autre fanatique de s'engager à son tour dans des actes tellement contraires aux coutumes helvétiques. C'est pour préserver la paix du pays que le procureur demande donc à la Cour de prononcer des peines de 14 ans de réclusion à l'encontre de Marcel Boyat et Jean-Marie José et de 4 ans contre Pierre Deria. Vient ensuite le tour des avocats des parties civiles qui dressent la liste des dégâts matériels conséquents aux divers attentats du FLJ. Les dommages se chiffrent à plus de 1 300 000 francs. Puis ce sont les avocats de la défense qui entrent en scène. Celui de Pierre Deria, tout d'abord, qui plaide la clémence pour son client. Le Vaudois vouait une amitié inconditionnelle à Marcel Boyat. Il parle d'un véritable envoûtement. Et c'est au nom de cette amitié qu'il a servi de chauffeur aux 2 autres membres du FLJ. Lors de sa plaidoirie, qui dure plusieurs heures, maître André Manuel, l'avocat de Marcel Boyat, s'applique à replacer les faits dans le contexte politique. Après avoir offert une leçon d'histoire à la Cour évoquant Napoléon, le Sonderbund ou encore le Kulturkampf, maître Manuel estime que l'activité de son client s'apparente à celle des maquisards et qu'il convient de reconnaître qu'il a agi pour des mobiles honorables. Le 17 août, c'est au tour de maître Raymond Nicolet, avocat de Jean-Marie José, de plaider devant la Cour. Durant 3h30, maître Nicolet, dont je répète que c'est la dernière grande plaidoirie après 30 ans de métier, a plaidé la thèse du délit politique. Donc, en droit suisse, puisque le délit politique n'existe pas, des mobiles honorables en tant que circonstance atténuante de la peine. Après avoir avoué qu'il prend la parole avec une certaine anxiété, à cause des répercussions probables de ce procès sur la vie du pays, l'avocat rappelle que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le sort de 2 accusés, mais de toute la civilisation française dans le Jura. Ce qui ne signifie pas, d'ailleurs, qu'il faille tourner ses regards vers la France uniquement. Au contraire, l'ethnie française, la culture française, ce sont des choses pour elles-mêmes, la Confédération suisse en est une autre. Le Jura, comme nous, est profondément attaché à la Suisse, et même à la Suisse allemande, berceau de nos libertés. En fait, ce procès, c'est la recherche, à travers les accusés, d'une entente, d'une solution d'apaisement dans le Jura. Et nous n'avons pas le droit de laisser les Jurassiens rêver à des incendies et à des attentats au plastique. Nous devons aller au-devant d'eux, à eux, les prendre avec nous romans. La défense dans cette affaire, conclut maître Nicolet sur ce chapitre, c'est la vérité des accusés à travers le patriotisme et non l'invention des avocats. Et en parlant de la condamnation, maître Nicolet enchaîne. Requérir 14 ans de réclusion contre Boyat et José pour ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup trop. 14 ans, c'est la peine des assassins, juste en dessous de la condamnation à perpétuité. À Léon Nicole, responsable, ou dont on disait qu'il était responsable d'émeutes qui ont fait 14 morts, on a donné 6 mois. On a donné 2 ans à Georges Oltramar. De plus, et cela est très important, 14 ans ce n'est pas garantir que de tels délits ne se commettront plus dans le Jura. Maître Nicolet de conclure que l'arrêt que vous rendrez, messieurs de la Cour, contienne dans tous ces éléments l'indication que vous faites la différence en votre âme et conscience entre ceux qui agissent par crapulerie et les autres, dont Boyat et José. Que cet arrêt soit aussi une source de conciliation dans la question jurassienne. C'est tout ce que je vous demande, car je souhaite que mon pays reste conforme à sa destinée. Je remets entre vos mains non seulement les 3 accusés ici présents, mais également le sort de milliers de Jurassiens qui sont nos concitoyens à tous. Pour conclure ce dernier jour d'audience, le président du tribunal passe une dernière fois la parole aux 3 accusés. Deria n'a rien à ajouter. José déclare n'avoir qu'un seul souhait, voir le Jura libre. Quant à Marcel Boyat, il lance « Vive le Jura !» Dans la tribune, des jeunes gens agitent des mouchoirs en s'écriant « Bravo ! Salut Marcel !» À l'issue de l'audience, sur les marches du tribunal, un groupe de Jurassiens a organisé une collecte pour aider les accusés à payer les frais de justice.
Il récolte plus de 1200 francs en moins de 20 minutes. Avant, pendant et après le procès, des sommes importantes ont été ainsi récoltées en faveur des membres du FLJ. Le vendredi 18 août à 17h30, 24 heures après la fin des débats, la Cour pénale fédérale rend son verdict dans l'affaire du Front de libération jurassien. Admettant dans ses considérants la réalité des contingences politiques qui ont motivé les accusés, mais soulignant la gravité des actes, la Cour prononce un jugement modéré. Marcel Boyat est condamné à 8 ans de réclusion, Jean-Marie José à 7 ans. C'est 2 fois moins que ce que réclamait le procureur. Quant à Pierre Deria, il écope d'1 an d'emprisonnement avec sursis. À l'issue de l'audience, on entend retentir dans les tribunes le chant patriotique « La Roracienne ». Puis, sur l'avenue de Montrepos, des applaudissements et des drapeaux jurassiens déployés saluent le fourgon cellulaire qui emmène les détenus. Le verdict est accueilli avec satisfaction par la plupart des commentateurs. Au micro de Bernard Nicot, le directeur de la Gazette de Lausanne, Pierre Béguin, salue l'intransigeance et la modération des juges. Ce procès n'était pas le moins du monde le procès du canton de Berne et de son comportement vis-à-vis de sa minorité de langue française. Il n'était pas non plus le procès du séparatisme, des attitudes de ce mouvement et des méthodes de ce mouvement. C'était exclusivement le procès de la violence, c'est-à-dire le procès du recours à des moyens extrêmes. La condamnation qui est intervenue, qui est à la fois grave et mesurée, prouve que notre pays entend rester celui de la légalité et des procédures démocratiques, non seulement en vertu des lois qui nous gouvernent, mais aussi par vocation, parce que nous nous sommes organisés en un État fédératif, précisément pour liquider nos différends par des voies pacifiques. Une chose me frappe dans ce procès, c'est qu'au lendemain d'entreprises violentes, alors que les passions restent vivaces, alors que ces passions, on les sentait encore très vives dans le public qui assistait au débat, eh bien ces débats se sont déroulés dans une parfaite sérénité, grâce à l'impartialité et la hauteur de vue des juges et très particulièrement de leur président. Et c'est dans cette atmosphère, à la fois sereine et dramatique, que l'on a pu pour la première fois depuis des années débattre dans l'ordre et le calme d'un des problèmes les plus douloureux de notre vie nationale. 3 hommes, 2 surtout, payent très cher les actes dont ils ont pris la responsabilité. L'arrêt de la Cour le dit nettement, ce n'est pas ainsi que l'on règle chez nous les problèmes politiques. De ce point de vue, une page est tournée. Des conditions nouvelles ont été créées qui devraient permettre de repartir maintenant dans une toute autre direction. Il faudra pourtant encore bien des années pour que le problème jurassien trouve un dénouement partiel avec la création d'un nouveau canton regroupant les districts du nord du canton en 1979. Suite à l'arrestation de Boyat, José et Deria, le sigle FLJ réapparaît à plusieurs reprises sur les lieux d'incendie ou d'attentats à l'explosif, et ce, jusqu'au début des années 1990. Quant aux 2 principaux membres fondateurs de ce mouvement, ils connaissent des destins variés. Jean-Marie José purge sa peine au pénitencier de Bochu, où il obtient une maturité commerciale. Il est libéré le 23 novembre 1968 et retourne vivre dans le Jura. En septembre 1984, le gouvernement jurassien dépose une demande d'amnistie pour les membres du FLJ auprès du Conseil fédéral. Interrogé pour le téléjournal, Jean-Marie José se confie sur les difficultés qu'il a eues à affronter après sa sortie de prison.
ma première réaction, c'est évidemment d'être content que ça se fasse. Ça vient un peu tard, mais le principal, c'est que ça se fasse. Ce qui me gêne un peu, c'est d'avoir dû la demander. Parce que je m'étais toujours imaginé qu'après les coups de gueule qu'on a eus, il y aurait des coups de cœur. Et ceux-là ne sont pas venus. Et ça, j'aurais aimé que ça vienne directement sans qu'on soit obligé de le demander. Mais en somme, vous avez été condamné, vous avez purgé votre peine. Face à la société, l'affaire est close. Vous êtes blanchi, alors qu'est-ce que vous attendez de plus d'une amnistie? Bon, j'ai payé, évidemment. J'ai surtout payé pour les autres. Parce que, bon, j'ai été condamné comme droit commun. Et ceci, ça serait la réhabilitation, disons, de cette condamnation. C'est une réhabilitation morale avant tout. Il faudra bien reconnaître que nos actes étaient des actes politiques et non pas des actes de droit commun. Réhabilitation sur la place publique, donc pour vous une affaire d'honneur, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une affaire financière? Est-ce que vous n'en faites pas aussi une affaire d'argent parce que vous devez payer les actes d'autrefois? Ah ben ça, je les paye depuis la sortie parce que il y a différentes choses. Il y a l'aspect évidemment financier, c'est clair. Il y a des dégâts évidemment qu'on a fait pour plus d'1 million, il y en a presque 1,5 million. C'est une affaire financière, évidemment. J'ai des actes de défaut de biens, donc je ne peux pas posséder n'importe quoi. Mais ce qui est pire, c'est sur le plan professionnel. Parce que sur le plan professionnel, je me suis battu, disons, en prison pour faire même une maturité commerciale. J'ai réussi, ça a passé et tout. Et ensuite, lorsque vous réintégrez la vie professionnelle et que vous cherchez un emploi quelque part, on vous pose la question, qu'avez-vous fait de cette date à cette date-là? Ça fait 4 ans, 8 mois. Et alors, jusque-là, les gens seraient d'accord de vous accepter. Plusieurs langues, maturité et tout ça, parfois on m'a même dit que j'en savais trop pour les places que je postulais. Mais lorsqu'on arrive à ce trou, on vous demande, puis là, qu'avez-vous fait? Et alors, on est obligé de dire, bon, l'affaire jurassienne. Jean-Marie José ne sera jamais amnistié. Il meurt le 8 février 2009 des suites d'une longue maladie. L'histoire de Marcel Boyat est plus rocambolesque. Le 18 février 1967, il s'évade de la colonie pénitentiaire de Crête-Longue, en Valais, où il avait été transféré quelque temps auparavant en raison de sa bonne conduite. Pendant plusieurs semaines, Marcel Boyat est introuvable. Dans le Jura bernois, les milieux antiséparatistes craignent une recrudescence d'actes violents et décident d'armer des gardes civiques pour protéger la population. Les polices cantonales recherchent activement le fugitif, comme en témoigne ce communiqué du 28 avril 1967. La police recherche toujours Marcel Boyat, qui s'était évadé d'un pénitencier valaisan. À ce propos, le ministère public fédéral rappelle que l'article 305 du Code pénal suisse punit d'emprisonnement celui qui soustrait une personne à l'exécution d'une peine, et donc punissable toute personne qui prêterait assistance à ce terroriste jurassien. C'est finalement en Espagne que Marcel Boyat est arrêté en juin de la même année, alors qu'il attendait son avocat suisse à l'aéroport de Madrid. Avec l'aide d'un ami jurassien installé à Moudon, il était parvenu à quitter la Suisse peu après son évasion et à rejoindre l'Espagne en voiture en passant par l'Italie, puis la France. La Suisse adresse sans tarder une demande d'extradition au gouvernement espagnol. Marcel Boyat s'y oppose et après 3 mois de détention, il est relâché par la justice espagnole. Le gouvernement du général Franco vient de lui accorder l'asile politique. Divorcé, Marcel Boyat refait sa vie à Daimiel, petite ville de la Mancha. Il épouse une fille du pays, Angèle, vit de divers petits boulots, puis se fait engager comme chef magasinier dans une entreprise de vente en gros. Une équipe de l'émission Telle Quelle lui rend visite à l'automne 1986. Face aux caméras de télévision, il affirme ne rien regretter des actes commis 20 ans auparavant. Il y a un moment où vous avez mis le feu à une mèche ou à une ferme, ça a explosé, ça a brûlé. 20 ans après, comment est-ce que vous considérez ces actes? Je considère qu'on a bien fait. On a bien fait et en vérité, je m'en félicite.
Il n'y avait plus que ce moyen-là. Plus personne ne voulait écouter les Jurassiens. Alors, on a fait un certain bruit, on a poussé la cause jurassienne sur le plan international. Et comme les Suisses n'aiment pas qu'on sache ces choses-là à l'étranger, ils ont dû s'occuper du cas du Jura. Alors vous pensez que vous avez fait, vous, Boya, avancer l'histoire? Si, on a fait un peu avancer l'histoire, si. En septembre 1987, à la faveur de la prescription des faits qui lui sont reprochés, Marcel Boya peut retourner en Suisse pour célébrer la 40e fête du peuple jurassien. Il est accueilli triomphalement à Delémont le 13 septembre 1987. Un homme a ravi la vedette, vous l'avez dit aujourd'hui. La vedette au chef de file du Rassemblement jurassien et au ministre de la République, c'est Marcel Boya, le clandestin du Front de libération jurassien, évadé il y a 25 ans avec l'étiquette de terroriste, revenu d'exil aujourd'hui et accueilli en héros. Marcel Boya, à qui Roland Béglin a donné l'accolade. Marcel Boya qui a défilé au premier rang du groupe Bélier, sous les drapeaux, ému, un peu égaré, et qui, tout regard braqué sur lui, a harangué la foule du haut de la tribune. Jurassienne, jurassien. Me voici, en chair et en os. Comment aurais-je pu laisser passer cette merveilleuse fête sans être parmi vous? Il reste, cependant, la deuxième question jurassienne. La réunification de notre patrie est pour demain. Reconverti dans la peinture, Marcel Boya vit toujours à Desmielles mais rentre régulièrement en Suisse pour rendre visite à sa fille et à ses amis. Des amis fidèles qui organisent des événements en son honneur, comme cette exposition de peinture au Noirmont en octobre 2014 ou cette soirée commémorative à l'occasion des 50 ans de son évasion en mars 2017. Terroriste pour les uns, héros pour les autres, Marcel Boya a fêté son 90e anniversaire le 5 août 2019. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives. Rendez-vous sur le site des archives de la RTS, www.rts.ch/archives, pour retrouver les intégrales des différents documents que vous avez pu entendre au cours de ce récit. C'était 1001 archives, un podcast proposé par les archives de la RTS, écrit par Aurélie Roulet, réalisé par Marc Frochot, avec les voix de Sophie Richard et Alain Freudiger.